Bonjour, je commence tout de suite par vous souhaiter une très belle année 2011. Qu'elle soit remplie de belles choses et surtout de belles découvertes littéraires. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'un jeune romancier, Romain Monnery, puis nous continuerons avec l'universitaire Jean Roux, qui nous livrera sa réflexion sur l'Église et l'Évangile. Mais tout de suite, une fois n'est pas coutume, on commence l'émission en musique. Franck Darcel, romancier, guitariste et créateur entre autres du groupe Marquis de Sade, ainsi que l'historien brestois Olivier Pollard, nous présente le premier tome de l'anthologie Rock, 50 ans de musique électrifiée en Bretagne, sorti récemment. Franck Darcel, Olivier Pollard, bonsoir. Bienvenue à la librairie Dialogue, où vous venez de nous présenter le premier tome d'une anthologie de l'histoire du rock en Bretagne. Alors, pouvez-vous globalement nous dire, est-ce que l'émergence du rock en Bretagne suit globalement le même cheminement que dans le reste de la France, ou est-ce que c'est très particulier ? Ouais, il me semble que c'est particulier, d'une part par le nombre de groupes qui émergent très rapidement. Et de toute façon, parce que tous les musiciens le confirment, qu'on a retrouvé, parce qu'on a beaucoup enquêté, il y a une possibilité tout simplement en Bretagne de capter les ondes anglaises, que ce soit la BBC ou les radios pirates, comme Radio Caroline. Et de fait, le fait qu'on soit voisins, par simple capillarité, donc le rock arrive ici d'une manière directe, sans passer par Paris. Ce qui est important, puisque Paris va pervertir légèrement le message en transformant tout ça en mode yéyé. Et la Bretagne va être assez peu sensible au yéyé et veut puiser, tous les groupes le disent, ils veulent puiser directement à la source anglo-saxonne. En cela, c'est différent. Qui sont les premiers groupes de rock breton qui révèlent vraiment le genre ? Alors, en fait, ça part surtout des grandes villes, notamment Nantes. C'est vraiment la première ville qui va proposer des groupes de rock dès 60-61, suivi d'assez près par Brest avec les Loups Noirs. Et puis Rennes va suivre dans la foulée avec les Spirales, les Atlas, qui sont des très bons groupes. Mais ça représente une poignée de groupes dans chaque ville. C'est vraiment, au départ, c'est très réduit. Quels sont les lieux brestois les plus mythiques de cette émergence du rock en Bretagne ? Alors, il y avait deux lieux principaux. Il y avait la Redoute, c'est-à-dire l'actuelle salle du Vauban, qui est restée identique à celle qu'elle était en 1965. Donc voilà, c'est vraiment un monument d'histoire, cette salle. Et sinon, il y avait le Prado, qui était une salle au Moulin Blanc, qui était aussi très branchée rock. Autrement, les autres salles, c'était principalement dans le reste du Finistère, mais il y avait des salles dans tous les lieux du Finistère, Saint-Renan, Landerneau, etc., jusqu'au Pays Bigoudin, le Morbihan. Il y avait une foultitude de salles de concert, en fait, des salles de bal en fait. C'était vraiment au kilomètre carré, il y en avait quand même proportionnellement davantage que dans les autres régions françaises. Les festivals bretons aujourd'hui ont une renommée européenne très forte. Qu'en était-il dans les années 60 ? Les festivals, c'est balbutiant. On trouve le premier festival a priori à Pont-l'Abbé en 66, on a des photos, mais on entend par festival à ce moment-là, d'abord c'est couvert, c'est dans une salle de cinéma, et il y a juste 5-6 groupes, mais c'est quand même un des premiers festivals repérés. C'est un peu le festival de Loudéac 70-71, qu'on appellera le Woodstock breton, et qui lance un peu le mouvement au moins des festivals en plein air. Dans les années 70, on assiste à un certain renouveau, un renouveau braise, comme vous l'appelez, un peu folk. Comment résiste le rock face à ce renouveau ? En fait, il fusionne en réalité, parce que ce qui se passe avec Alan Stivell et Dan Arbras, c'est que Dan est un rocker classique entre guillemets, originaire de Quimper. Alan est un expatrié, il arrive en Bretagne avec ce désir de se ressourcer, et les deux ensemble vont faire. C'est l'idée d'Alan au départ, mais ils vont électrifier vraiment la musique celtique. Et c'est une révolution qui va avoir des répercussions partout, parce que Alan Stivell a pu tourner ensuite dans le monde entier. Non, il n'y a pas d'opposition entre la musique celtique et le rock, en fait. C'est ça qui est intéressant ici, c'est que finalement tout va fusionner. À quand le prochain tome ?
l'année prochaine, dans un an, tome 2, la même période. C'est maintenant à la rencontre d'un jeune trentenaire, Romain Monnery, que je vous propose de partir. Après des études de lettres et de communication, il a enchaîné les stages dans différents métiers, notamment à la télévision. Mais pour lui, l'emploi satisfaisant n'a pas suivi. C'est cette désillusion qui l'a poussé à se lancer dans l'écriture et son roman « Libre, seul et assoupi », traitant du monde du travail et des stages, est largement inspiré de son expérience. Romain Monnery, bonjour. Vous venez ce soir nous présenter à la librairie Dialogue votre premier roman, Libre, seul et assoupi, publié aux éditions Au Diable Vauvert. Vous mettez donc en scène un personnage que vous appelez Machin, que tout le monde appelle Machin. Alors c'est un personnage qui a terminé ses études, qui se doit de trouver un travail, mais il n'en a pas forcément envie. Non pas qu'il ne cherche pas, mais tout simplement il semble qu'il n'en ait pas envie. Pourquoi? Quelle est sa conception du travail et de la recherche d'un emploi? Alors, en fait, sa conception du travail, elle est indissociable de sa classe sociale. C'est un personnage qui est issu de la classe moyenne, donc ses parents n'ont pas fait d'études, et ils l'ont élevé dans l'illusion qu'il pourrait s'élever en suivant un cursus, n'importe lequel, comme si c'était une clé dans un jeu vidéo qui permettait d'accéder au niveau suivant. Donc finalement, on lui a fait suivre un chemin sans lui donner un itinéraire précis, parce qu'il se retrouve au bout du chemin et il se rend compte que finalement les portes du travail ne s'ouvrent pas. Donc finalement les envies que ses proches avaient pour lui, c'est pas les siennes finalement, parce que lui, voilà, il n'avait pas envie d'accéder à un niveau particulièrement élevé ou travailler tout simplement. Il se retrouve à faire des stages et lui, mais également les personnages qui gravitent autour de lui sont également un peu dans la même situation. Vous pointez donc du doigt cette génération stagiaire. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vouliez parler? Oui, mais c'est en fait le système du stagiaire, en théorie, il a plus ou moins toujours existé, sauf qu'avant ça s'appelait assistant et c'était payé. Donc tous un jour ont commencé tout en bas pour après gravir un peu les échelons, sauf que là, en fait, moi, ce qui m'intéressait à décrire, c'était vraiment le côté hyper ritualisé du processus. Donc, longues études, après multiplication des stages, déni d'identité, pour finalement pas, sans qu'il y ait des garanties derrière, parce qu'il y en a pour qui ça marche. Moi, j'ai des amis qui ont fait des stages et pour qui ça s'est très bien passé. Mais il y en a plein aussi qui sont vraiment mis de côté et qui finalement consacrent, on va dire, 6-7 ans de leur vie à étudier et faire des stages pour au final se reconvertir dans quelque chose de tout à fait différent. Moi, la plupart de mes amis, aujourd'hui, ils sont boulangers, menuisiers, et je pense ils ont beaucoup plus réussi ma vie que moi parce qu'ils sont plus équilibrés, ils ont accompli quelque chose. Les stages, du moins dans le milieu de l'audiovisuel et des médias, c'est de l'esclavage, quoi. C'est juste pas possible. Et c'était ça qui était intéressant aussi, c'est que par rapport à la génération des parents, elle ne comprend absolument pas qu'on puisse faire des tâches pareilles sans être payé. Donc oui, effectivement, on peut se retrouver à récurer les toilettes, à faire les courses. Il y a eu des films aussi là-dessus, un qui est sorti cette année qui s'appelle D'amour et d'eau fraîche et qui résume aussi vachement bien la situation. Une fille qui a fait Bac+5, communication, et qui se retrouve à aller promener les enfants de sa patronne à Disneyland et qui les perd, qui les retrouve. C'est grosse panique, mais elle n'a pas signé pour ça, quoi. Et financièrement, ça apporte finalement quasiment rien. On gagne presque aussi bien sa vie en étant au RSA qu'en travaillant. Actuellement, je toucherais plus d'argent si j'étais au RSA qu'en travaillant à temps partiel. Donc effectivement, ça fait un peu réfléchir sur l'échelle de valeur du travail. Allez, on termine maintenant en compagnie de Jean Roux. Spécialiste de Racine, cet ancien professeur de littérature à l'université de Rennes 2 a grandi dans une famille de paysans et le breton fut sa seule langue avant son entrée à l'école. Dans une série de 2 tomes intitulée Fils de Plouc, Jean Roux revient sur cette enfance et sur la culture bretonne en général. Aujourd'hui, dans son dernier livre « Le Christ s'est arrêté à Rome », il nous livre une réflexion sur l'Église et l'Évangile. On l'écoute tout de suite. Bonjour Jean Roux. Vous publiez « Le Christ s'est arrêté à Rome, réflexion sur l'Église et l'Évangile » aux éditions Dialogue.
Donc d'emblée, par rapport à Fils de Plouc, on voit tout de suite que vous changez de registre. Pourquoi un humaniste athée, comme vous vous décrivez, écrit-il un livre sur la religion? Ah oui, pourquoi diable, en effet? Pas pour des raisons religieuses, inévitablement, mais pour des raisons sociales, morales, politiques, parce que je considère que l'avenir qui nous attend va être vraiment rude, qu'il n'y aura pas de solution économique ni politique pour établir une meilleure répartition des richesses, une meilleure justice, et que par conséquent, les gens vont être à la recherche de sens, pour donner sens à leur vie, pour donner espoir. Et il y a déjà des mauvaises réponses qui se préparent, les réponses de ceux qui disent par exemple « Venez avec nous, nous sommes nationalistes, nous sommes xénophobes, vous allez voir, ça va marcher ». J'aime pas ça. Et je trouve que dans l'Évangile, il y a une solution de générosité humaine, d'amour du prochain, qui serait vraiment très intéressante. Je souhaite l'alliance de tous ceux qui ont un idéal contre la société telle qu'elle se prépare, et que parmi eux, les chrétiens aient un grand rôle. Dans votre livre, vous utilisez un ton un peu piquant, voire provoquant. Avez-vous hésité à l'utiliser ou est-il venu assez naturellement? Non, ça me vient assez naturellement parce que j'ai enseigné pendant 35 ans. Je n'ai pas eu besoin de 35 ans pour voir qu'une première chose à faire, c'était de réveiller ce qui était en face. Et pour réveiller, il vaut mieux parfois être un peu provoquant, oui, des formules un peu vives. Mais je pense que les lecteurs percevront que derrière cette vivacité, derrière cette ironie, derrière cette critique, il y a une sympathie fondamentale. Moi, j'aime bien les gens qui croient à quelque chose. Un jour, j'ai dit au curé récent de mon village, mais vous savez bien que je suis d'éducation catholique en bon Léonard. Et il m'a répondu, oui, et un peu anticlérical comme eux. Il y avait cette distance critique-là par rapport à monsieur le curé. Pour comprendre l'Église d'aujourd'hui, vous êtes revenu sur celle de hier. Comment avez-vous travaillé pour écrire cet ouvrage? D'une part, je connais quand même assez bien le christianisme. Non seulement je suis un Léonard qui a été éduqué chrétiennement, mais surtout j'étais spécialiste du XVIIe siècle. Et pour comprendre une époque, il faut comprendre quelle était la nourriture de cette culturelle de cette époque-là. Et donc j'ai beaucoup lu la Bible, saint Thomas, saint Augustin. Et pour écrire ce livre, j'ai encore relu ces textes fondamentaux. Et surtout, j'ai lu quelques centaines d'ouvrages, soit d'historiens, soit de théologiens, et des théologiens très intéressants, dont beaucoup ne disent pas du tout la même chose que Benoît XVI. En particulier, par exemple, pour toute la morale sexuelle, personne n'écoute d'ailleurs, mais ça nuit presque à chaque fois que Benoît XVI dit quelque chose, ça discrédite encore un peu plus, et je trouve que c'est très grave. Alors que pendant ce temps-là, les prêtres sur le terrain essaie de concilier les choses. Mon livre n'est pas du tout un rejet du christianisme, c'est au contraire un appel pour que les chrétiens et tous ceux qui ont un idéal s'unissent pour redonner sens à la vie, pour faire autre chose qu'une société où il faut consommer pour qu'il y ait du profit. Moi, je crois en l'homme, parce que je considère que si on ne croit pas en Dieu, alors, qu'est-ce qu'on a comme principe pour conduire sa vie et pour avoir une attitude par rapport aux gens? Parce que je crois que seul cela peut faire évoluer l'histoire. Nous avons une énorme responsabilité et la plupart des gens, je crois, sont des braves gens qui essaient de rendre la vie meilleure. Voilà, l'émission touche à sa fin. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux dialogues littéraires. Kenavo!